Merci beaucoup, merci aux Patrix et à Philippe de me faire cet honneur de débuter ce congrès de Best of. Donc, comme l'a dit Patrick, je vais vous présenter un petit peu le travail que l'on fait au sein de notre consultation spécialisée de traitement de l'édenté complet assisté par un plan qui s'appelle TECAI. Donc, on considère une maladie rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il existe des milliers de maladies rares et c'est un réel défi de santé publique puisque ça touche plus de 3 millions de personnes en France. Toutes les maladies rares n'ont pas de répercussions au niveau oral, mais certaines en ont. Et on sait, grâce à la littérature, que cela a des impacts sur la qualité de vie orale et générale des patients qui en sont atteints, puisqu'ils souffrent de défauts au niveau de leur coefficient masticatoire, ce qui a un impact sur leur digestion. Ils ont également aussi des conséquences au niveau de la phonation. Au niveau de l'esthétique, ils ont des stigmates faciaux qui peuvent être visibles, et dans notre cas d'édentés totaux, on a un affaissement de l'étage inférieur de la face qui impacte également l'esthétique du patient. Et au niveau psychosocial, ce sont souvent des patients qui sont isolés, qui sont sujets à des dépressions, qui ont du mal à aller vers les autres et qui sont également sujets à beaucoup d'anxiété. Donc la prise en charge de ces patients, elle est vraiment constituée d'un engrenage qui doit comprendre un soignant qui est formé, un système de soins qui permet une prise en charge adaptée à ces patients. Et c'est dans ce contexte que notre consultation de traitement de l'édenté complet intervient, où on reçoit des patients qui nous sont adressés de centres de référence de maladies rares, afin de pouvoir relever les défis qui sont inhérents à ces cas cliniques complexes. Alors je vous en ai mis 4 des plus grands défis que l'on retrouve et qu'on retrouvera ensuite dans les cas cliniques que je vais vous présenter. Donc il y a la limitation d'ouverture buccale, la présence de fentes, la fragilité muqueuse et des défauts osseux de plus ou moins grande ampleur. Il faut bien comprendre que les rendez-vous chez le dentiste pour le patient, ça constitue vraiment une étape qui peut être douloureuse. Nos soins peuvent être iatrogènes, même si on y met beaucoup d'énergie et du temps. Et le numérique et les nouvelles technologies nous aident beaucoup parce que ça nous permet de planifier, d'anticiper et d'avoir un maximum de séances qui se passent finalement en dehors de la bouche du patient, ou en tout cas sans trop avoir de séances invasives et d'intrusions en bouche. Et donc pour ce faire, on utilise évidemment l'imagerie, la caméra optique. On a aussi commencé à utiliser la caméra haute fréquence avec l'analyse des mouvements mandibulaires que nous permettent le Mojo et les patients virtuels qui ont aussi une valeur un petit peu motivationnelle pour ces patients. On leur dit, voilà, on aimerait arriver à peu près à cette situation-là à la fin. Alors, ce n'est pas une obligation de résultat, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais je peux vous le faire a cappella si vous voulez, sans ma présentation. OK. Donc, je vais vous présenter 2 cas cliniques dans lesquels on a vraiment injecté du numérique pour nous aider à prendre en charge ces patients qui souffrent de maladies rares. Donc, le premier, c'est Monsieur K. Il souffre d'un syndrome de Kindler. C'est une forme extrêmement rare d'épidermolyse bulleuse héréditaire. Alors, vous allez imaginer, parce que vous ne le voyez plus, mais c'est une maladie qui est tellement rare que sa prévalence est inconnue. Je connais un petit peu quelque chose parce que j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Il y a dans la littérature que 9 cas qui sont référencés de syndrome de Kindler. Donc, je suis très heureuse de vous présenter l'un de ces cas. Et ce patient nous vient pour une réhabilitation complète maxillo-mandibulaire fixe. Il faut savoir que sa pathologie se manifeste par la présence de bulles qui peuvent se créer à tous les étages de l'épiderme, du derme, de l'épithélium et du tissu conjonctif. Donc quand on reçoit ce patient pour la première consultation, on constate qu'il a donc une limitation d'ouverture buccale. La photo de gauche, c'est son amplitude maximale d'ouverture. Il faut comprendre que les tissus environnants, en raison de la cicatrisation chronique, les lèvres et les joues se sont fibrosées et les tissus sont aussi durs que du carton. Donc ma profondeur de champ de vision est exactement comme sur la photo, c'est-à-dire assez limitée. Les photos intrabuccales sont une étape assez douloureuse pour le patient. Il est évident qu'on ne peut pas du tout mettre d'écarteur. On voit qu'on a une fusion du fond du vestibule avec la lèvre. Donc là, l'imagerie nous aide énormément parce que ça nous permet d'y voir quand même un petit peu plus clair, notamment au niveau des volumes osseux. On a effectivement un édentement maxillo-mandibulaire qui est non compensé. On effectue des téléradiographies de face et de profil afin de regarder un petit peu la typologie squelettique de notre patient, qui est en classe 3 par une rétromaxillie. Et on constate qu'on a des défauts osseux en zone sous-sinusienne et en zone postérieure mandibulaire.
Donc on décide de réaliser une première empreinte optique chez ce patient, qui est pareil, une séance qui est assez compliquée, mais qui est déjà plus tolérable pour lui que l'insertion d'un porte-empreinte avec des tissus, des matériaux qui vont abîmer ces tissus. Une fois qu'on a réalisé cette empreinte numérique, on réalise quand même une étape en physique qui est celle de la base d'occlusion. Le patient étant édenté depuis de nombreuses années, on a une diminution de la dimension verticale et on essaye de pouvoir attester de la bonne position du soutien de la lèvre, du milieu interincisif et de notre plan d'occlusion. Une fois qu'on a réalisé ce réglage et l'enregistrement du rapport maxillo-mandibulaire, on enregistre notre base d'occlusion sur les modèles numériques qui ont été imprimés, et ce qui nous permet ensuite d'essayer notre projet prothétique qui, ici, n'a absolument pas de valeur fonctionnelle puisque le patient ne peut pas porter de prothèse amovible en raison de ses douleurs muqueuses. Ce que l'on constate, c'est qu'on est sur arcades très courtes, on n'a qu'une seule prémolaire et une seule molaire en raison de la limitation d'ouverture buccale. Mais ce projet prothétique nous permet d'effectuer des marquages radio-opaques et de réaliser une première analyse de téléradiographie de profil afin d'évaluer si le plan d'occlusion qu'on a déterminé s'inscrit bien dans les données céphalométriques de notre patient. Comme je vous le rappelle, on est presque à l'aveugle quand on travaille avec ce patient. Donc on constate qu'on a une légère diminution de la dimension verticale avec nos bases d'occlusion, mais cela s'explique par le fait que quand le patient est venu nous voir pour la première fois, sa seule volonté, c'était de pouvoir manger une frite. Donc on a décidé de diminuer un petit peu la dimension verticale afin de lui laisser un espace d'inocclusion suffisant avec les prothèses en bouche pour qu'il puisse manger sa frite. Donc voilà, c'est l'explication de cet affaissement de dimension verticale. Et ensuite, on réalise un dual scan sur lequel on va pouvoir planifier notre position implantaire et la position des piliers coniques. Parce que comme vous pouvez le constater, on a des émergences implantaires qui sont assez farfelues, vous me direz. Mais tout ça, c'est lié à la pathologie du patient et au fait que les limites de ce patient, c'est la diminution de l'ouverture buccale. Et donc, on s'est dit, afin de pouvoir accéder au bridge et déposer et réintervenir, parce que ce sont des patients qui nécessitent des contrôles réguliers, on va se mettre des émergences vestibulaires à la mandibule afin de pouvoir démonter facilement le bridge mandibulaire, puisque le patient ne découvre pas du tout les dents mandibulaires au sourire. Et ensuite, ça nous laissera un peu plus d'espace pour pouvoir accéder aux émergences maxillaires, en sachant qu'en postérieur maxillaire, la perte de laxité des tissus mous ne nous permet pas d'avoir accès au niveau lingual palatin. Donc on a fait des émergences vestibulaires afin de travailler presque en bouche fermée. Évidemment, au secteur antérieur, on lui fait des émergences plutôt esthétiques en zone palatine. Donc on planifie la pose de 4 implants maxillaires et 4 implants mandibulaires avec la technique du All-on-4, où on va anguler distalement les implants les plus postérieurs. L'intervention se réalise sous anesthésie générale. C'est une intervention qui se fait presque à 8 mains puisqu'on essaye de vraiment étirer le moins possible les tissus pour ne pas les abîmer, mais en même temps pour avoir une visibilité suffisante de notre zone opératoire. Une fois que les implants sont posés, on peut réaliser donc la mise en charge immédiate. Et ce que je constate au bloc opératoire, c'est qu'en raison de l'impossibilité de mettre des guides à étage en bouche, on a dû un petit peu se décaler de la planification lorsqu'on a posé les implants. Et quand j'insère mon bridge provisoire, j'arrive à l'insérer en forçant un petit peu, mais surtout j'ai beaucoup de mal à le désinsérer. Donc j'anticipe des galères futures et je décide de scinder en deux le bridge provisoire au niveau interincisif afin de l'insérer en deux parties. Et c'est quelque chose qu'on va retenir ensuite pour le projet d'usage, puisque les implants distaux étant trop divergents, on a du mal à insérer le tout en une seule partie. Vous voyez qu'on a les fameuses émergences vestibulaires à la mandibule qui nous rassurent parce qu'on sait que c'est facile de venir réintervenir au niveau de cette zone. On fait notre petite panoramique post-opératoire et une fois que les implants se sont ostéo-intégrés, on peut passer à l'étape du bridge d'usage. Donc pour ce faire, on réalise une empreinte numérique avec des scan body, toujours dans la même dynamique d'essayer de mettre le moins possible de matériaux iatrogènes en bouche du patient. Et ensuite, avec le laboratoire, on développe une clé de validation en zircone sur notre empreinte numérique. Donc
évidemment, on l'a essayé en bouche, mais les photos sont très difficiles à prendre avec ce patient, donc je vous illustre la conception de cette clé zircone. L'idée, en fait, c'est quand on fait une empreinte numérique sur arcade complète, pour pouvoir vérifier la validation de notre empreinte, il faut faire une clé soit en plâtre usiné, soit en zircone, mais sur notre empreinte, vraiment sur le logiciel numérique. Si on l'effectue sur le modèle numérique qu'on a imprimé, cette clé valide l'impression du modèle, mais pas notre empreinte initiale. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a validé notre clé, on effectue une empreinte avec nos bridges provisoires, puisque la dimension verticale est validée. Les courbes occlusales sont également validées et ça nous permet, en matchant avec les impressions, avec les scan body, de développer le projet d'usage. Et donc à droite, je vous ai mis la photo de l'articulateur numérique où on voit qu'on a un bridge qui est en 2 parties. On sait qu'au niveau evidence-based, ce n'est pas forcément ce qui est vraiment recommandé pour 4 implants maxillaires, mais le patient est resté plusieurs mois avec son bridge provisoire, il n'a pas eu de décèlement ni de casse. Les implants se sont bien ostéo-intégrés et on sait que c'est un patient surtout qui a une capacité masticatoire qui est assez limitée en raison de son atrophie musculaire. Donc en faisant des contrôles réguliers, on s'accorde sur ce bridge en 2 parties sur 4 implants. Et l'idée aussi, c'est qu'en redonnant une capacité masticatoire à ce patient, on espère que son amplitude d'ouverture buccale va un petit peu augmenter, ce qui nous permettra de réintervenir éventuellement pour pouvoir reposer un autre projet prothétique en solidarisant les 4 implants. Le second cas, c'est Madame T. Alors, elle a une maladie qui est beaucoup moins rare. J'imagine que vous en avez déjà eu plusieurs dans vos cabinets ou dans vos services hospitaliers. Elle a une fente labiopalatine qui a été opérée dans l'enfance. Elle souffre également d'une phobie dentaire qui est consécutive à des traumatismes chez des précédents confrères. Et elle nous vient pour une réhabilitation complète maxillo-mandibulaire fixe. Quand on la voit donc pour la première fois, elle a de nombreuses lésions carieuses, des restaurations qui sont inadaptées. Elle a une parodontite généralisée qui est corrélée à l'indice de plaque. Et la patiente a des prothèses en bouche qui ne sont pas cliniquement parfaites, mais qui permettent tout de même de maintenir une dimension verticale et une occlusion stable et répétitive. Et c'est ce qui va nous aider pour la suite. On effectue un CBCT pour regarder un petit peu la morphologie de cette fente. On constate qu'elle est en position un petit peu latérale, ce qui explique aussi la migration de la 11 qui est vraiment en position centrale, qui est très caractéristique des patients qui ont des fentes. Et ça nous permet de réaliser un projet, là, cette fois-ci vraiment en full numérique. Pas besoin de passer par des tables de base d'occlusion physique, puisque la patiente a quand même une occlusion et une dimension verticale qui sont maintenues grâce à ces prothèses. On réalise donc les empreintes avec et sans prothèse et en occlusion, ce qui nous permet de travailler sur un articulateur numérique. On vient déterminer la nouvelle position du milieu interincisif grâce aux photos exobuccales de la patiente, ce qui nous permet ensuite de faire un projet prothétique full numérique que l'on présente également à la patiente qui est assez motivée, assez satisfaite du montage qu'on lui propose. Et ce projet numérique, on peut le matcher avec notre CBCT, ce qui nous permet de faire notre planification en veillant à bien positionner les implants de part et d'autre de notre fente, puisqu'on sait que c'est une zone où l'os est un peu fragile. On réalise la planification jusqu'à l'étape des piliers coniques de la même manière. Et ensuite, avec le prothésiste, on peut conceptionner des guides à étages qui nous permettent, lors de la chirurgie, de positionner le premier étage socle avec un appui dentaire sur les dents résiduelles, puisque c'est vraiment le positionnement le plus stable et le plus fiable. Ensuite, on peut positionner l'étage de forage implantaire. Et à la mandibule, le positionnement de l'étage socle est validé par l'occlusion qui nous est permise par les étages bridge qui ont été réalisés et imprimés en amont. On réalise la capture des piliers prothétiques, on effectue la solidarisation, on porte une attention très particulière au profil d'émergence, notamment au regard de la zone de la fente, puisque c'est une muqueuse qui est libre et qui est très sujette aux inflammations et on ne veut absolument pas la léser. La panoramie post-opératoire, vous verrez qu'il nous manque un implant en place de 16 parce qu'on n'a pas pu le poser en raison d'un manque de stabilité primaire. Et puis, on revoit notre patiente à 1 semaine, à 6 mois. On planifie la pose de l'implant en 16 que l'on vient resolidariser. Quand on dépose le bridge, on voit qu'on a des profils d'émergence qui sont assez sympathiques. On a une muqueuse qui n'est pas inflammatoire. Au niveau de la zone de la fente, ici, on voit qu'on a une muqueuse qui est saine. Donc, on a un berceau gingival qui est bien imprimé. Donc, on est assez satisfait.
Ça nous permet, après ostéo-intégration du dernier implant posé, d'effectuer une empreinte numérique avec la fameuse donc, clé de validation en zircone, cette fois-ci avec les photos cliniques. Et après une empreinte des bridges provisoires en occlusion, en matchant avec les données des scans body. Ça nous permet, avec le prothésiste, d'élaborer notre projet prothétique d'usage. Et donc, on se retrouve avec 2 bridges full zircone, un bridge maxillaire FP1 et mandibulaire FP3. Et on effectue des imageries de fin de traitement, parce qu'on est quand même dans un hôpital universitaire, on aime bien réfléchir à nos thérapeutiques, savoir si on est parti dans la bonne direction. Et donc, on effectue une analyse céphalométrique de notre projet. Et ce qu'on constate, c'est que notre plan d'occlusion est un petit peu en rotation anti-horaire par rapport au plan d'occlusion idéal. Et ça s'explique par le fait que la patiente ayant une lèvre très grêle et la cicatrice de sa fente qui tracte un petit peu la lèvre, on n'a pas voulu trop descendre les dents maxillaires, parce que sinon elles devenaient très visibles, ça gênait la patiente, et également au niveau de la phonation. Donc on s'est vraiment basé sur des critères esthétiques et phonétiques, mais on constate qu'on a une petite divergence par rapport à notre analyse de l'air, et donc on a voulu se demander si notre plan d'occlusion restait quand même fonctionnel. Et donc on a intégré cette fois-ci l'analyse des mouvements mandibulaires en fin de traitement. Et ce qu'on constate sur cette vidéo avec l'analyse Mojo, c'est la patiente en mangeant un coton. On constate qu'on a des cycles de mastication qui sont bien symétriques en amplitude droite-gauche. On a des mouvements verticaux qui sont bien rectilignes. On a finalement une fonction masticatoire et des cycles de mastication qui sont vraiment réguliers. Et donc on est assez satisfait parce que ça corrobore le fait que notre plan d'occlusion est fonctionnel et bien placé. Donc ce protocole du numérique nous a permis vraiment de développer un réel protocole de prise en charge pour tous les patients de notre consultation. L'idée étant en fait d'évaluer si le plan d'occlusion que nous établissons à l'aide des données céphalométriques, esthétiques et phonétiques sont fonctionnels. Pour cela, on analyse donc le coefficient masticatoire grâce à l'analyse du Mojo en intégrant les mouvements mandibulaires. Et le second objectif de ce protocole, c'est d'évaluer si ces nouvelles constructions permettent d'améliorer la qualité de vie orale de nos patients, parce que c'est quand même la raison principale de tout notre travail. Et donc pour ce faire, la première étape, c'est une étape assez classique d'anamnèse. On évalue, on fait des photos, on fait des radios, on évalue la dimension verticale du patient. Et on effectue un premier questionnaire de qualité de vie orale qui s'appelle l'OHIP. Ensuite, la séance suivante, on explique le plan de traitement au patient, il adhère à ce plan de traitement, on réalise des premières empreintes optiques. Ensuite, les étapes 3, 4 et 5 sont des étapes classiques de réalisation d'un projet prothétique qui soit full numérique, c'est-à-dire vraiment sur le logiciel numérique, ou alors avec une étape d'essayage des maquettes en PMMA en bouche. Grâce à ce projet, on peut réaliser la planification et l'analyse de notre plan d'occlusion évalué, déterminé par la téléradiographie de profil. On peut dès lors imprimer les étages bridge de nos guides à étages. Une fois la chirurgie réalisée, on fait des contrôles à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. À l'issue de l'ostéo-intégration de nos implants, on réeffectue des photos, on réeffectue un questionnaire de vie orale pour voir si on a déjà eu un impact sur la qualité de vie orale du patient après avoir vécu quelques mois avec ce premier bridge fixe, même s'il est provisoire. Puis on effectue des empreintes numériques et une analyse des mouvements mandibulaires afin de voir si notre plan d'occlusion est bien fonctionnel et si on a des petites modifications à y apporter. Et enfin, la 8e étape est celle de la réalisation des bridges d'usage. À l'issue de la pause, on refait des photos, on refait une analyse de la qualité de vie orale pour voir si on a eu une évolution à ce niveau-là. On effectue également une analyse un petit peu rétro-contrôle de notre plan d'occlusion grâce aux analyses céphalométriques corrélées aux données du Mojo. Et tous ces éléments qu'on a l'Octa TECAI, pour ceux qui sont fans d'Orthlib, en 8 étapes, nous a permis de développer un projet de recherche clinique au sein de notre service hospitalier qui s'appelle TECAI in Motion. Donc on a de nombreux acteurs qui participent à ce projet avec des tropismes différents qui nous permettent vraiment de corréler un petit peu toutes les bonnes idées de tout le monde et d'essayer d'avancer au maximum. Et ce projet a reçu un financement exceptionnel de la Fondation des Gueules Cassées qui nous a permis de nous acheter une PrimeScan et le Mojo.
Je vous remercie pour votre attention.